merci de se joindre à nous donc pour ces 45 minutes dédiées en fait à la question voilà, du KOL management et du DOL management à l'heure du numérique. On va vous expliquer, on va vous expliquer tout ceci avec Jean-Marie Gilbert qui sera avec moi et qui se présentera tout à l'heure. Et vous aurez l'occasion voilà, aussi de participer en posant des questions à travers le chat que vous connaissez. Alors, il y a déjà une première question, c'est est-ce que effectivement il y a un replay? Oui, vous êtes en train d'être enregistré et le replay sera disponible dès demain, je pense, sur la chaîne YouTube de Tech2Med. Et vous pourrez effectivement le voir si vous ne pouvez pas aller au bout du visionnage. Alors moi, vous me connaissez probablement, je suis Franck Lemeur, président fondateur de Tech2Med, et je suis accompagné aujourd'hui de Jean-Marie Gilbert, président fondateur de Medels, qui est venu avec une partie de son équipe qui vous fera une démonstration de leur outil, qui est un outil qui permet effectivement, on va voir, voilà, de mieux travailler sur les données disponibles afin voilà, de prioriser et de définir ces stratégies de KOL management. Alors, on va vous faire une petite introduction sur nos deux entreprises, très rapidement, et puis derrière, on vous parlera de ces nouveaux modes d'information et notamment la reconfiguration de l'influence scientifique à l'heure du numérique, qui est une thématique chère aujourd'hui aux directions médicales dans pas mal de laboratoires pharma et autres entreprises de santé. Et puis, je pense qu'on va aller très, très vite derrière, voilà, avec un cas pratique, un démonstrateur qui sera présenté par disons, l'équipe de Jean-Marie avec la solution Colexia, avec un cas pratique dans le cancer du sein. Donc, peut-être très rapidement, avant de poser la première question, nous présenter, nous, Tech2Med et aussi Medels. Donc, Tech2Med est une entreprise partenaire pour tout ce qui est transformation numérique en santé. On existe maintenant depuis 4 ans en France et un peu à l'international. Et en fait, on a quatre grandes activités. La première, vous la connaissez, c'est notre organisation d'un certain nombre d'événements autour du numérique en santé, des TX France, des Learning Expedition, des symposiums clés en main en stand-alone avec des laboratoires, un certain nombre voilà, d'opérations qu'on fait à la fois nous-mêmes, mais aussi sur mesure pour nos clients. On est aussi dans les démarches d'innovation, c'est-à-dire comment accompagner la croissance des entreprises de santé sur le nouveau potentiel du numérique, à savoir comment effectivement une idée, un parcours patient peut demain inspirer voilà, la création d'un projet numérique qui va venir apporter de la valeur à une entreprise. Et puis, nous accompagnons, là c'est plus la partie conseil, tout ce qui est les nouvelles stratégies digitales, numériques, les nouveaux modèles commerciaux aussi. Et puis, on va le voir aujourd'hui avec le cas du DOL, KOL Management. Et enfin, on est organisme de formation, ce qui nous permet aussi, voilà, on a formé à peu près 1000 personnes de l'industrie pharmaceutique depuis 3 ans. Et ça nous permet voilà, de faire à la fois des formations courtes, mais aussi des masterclass un peu plus longues. Je vous en propose pour vous rappeler que nous avons créé une masterclass qui s'appelle Engagement digital des MSL, qu'on a pu réaliser auprès de pas mal de laboratoires pharma aujourd'hui pour aider les MSL à mieux comprendre leur environnement numérique. Ça passe par effectivement l'évolution du métier et la pratique des outils digitaux, mais aussi l'utilisation des réseaux sociaux, influence scientifique en ligne, de mieux voilà, rebâtir leur perspective métier à partir du digital. Oui, bonjour à tous et à toutes. Premièrement, je voudrais vous remercier d'avoir pris un peu de temps sur le déjeuner pour participer au webinaire. Et puis, je voudrais remercier Franck également de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter notre solution analytique et de networking Colexia. Je suis Jean-Marie Gilbert, je suis le fondateur de Medels. Nous sommes une société qui agit sur la France uniquement, nous sommes Focus France. Je suis pharmacien de formation, j'ai passé de nombreuses années à des postes de direction dans l'industrie pharmaceutique et également biotech, en qualité de marketeur ou de direction de business unit. C'est dans ce cadre-là que j'étais la première fois confronté à la problématique des KOL
et notamment de l'identification et de la bonne adéquation. Avec nos équipes, on s'est aperçu clairement que dès le début, que la bonne adéquation entre les besoins de la stratégie de communication et les qualités des domaines d'excellence des KOL était primordiale. Donc cette adéquation, on vit avec aujourd'hui chez Medels, et j'aurai l'occasion par la suite de vous présenter avec Baptiste et Guillaume notre solution Collexia. Clairement, nous sommes une agence MEDED digitale, c'est-à-dire que nous intervenons pour, comme mission principale de valoriser votre communication, d'améliorer votre impact scientifique sur le marché auprès des professionnels de santé. Notre axe principal est le conseil en stratégie médicale, où là, nous avons dans ce conseil en stratégie médicale le rôle justement d'identification des KOL. Nous intervenons également dans l'élaboration de contenu médical et scientifique que nous déclinons en cascading dans les relations professionnelles, et nous nous épaulons sur toutes les solutions digitales qui permettent cette communication. Très tôt, nous avons été sensibilisés à l'utilisation du digital et des technologies innovantes pour répondre aux nouveaux modes de communication et de consommation de l'information par nos professionnels de santé. Je vais redonner la main à Franck, qui est la personne qui en a beaucoup mieux que moi sur ces modes de consommation. Oui, en guise d'introduction, avant de vous poser une première question à l'audience, hein, c'est aujourd'hui, vous voyez que même avant l'arrivée du Covid, hein, et l'accélération des pratiques numériques, on a vu notamment dans un certain nombre de pratiques et d'observatoires un plus fort recours au support numérique pour les professionnels de santé, à la fois pour se former et s'informer. Si vous vous rappelez de l'étude de la FNIM de 2019, hein, déjà on avait plus d'un médecin sur deux qui avait recours en fait aux sources numériques type Netflix, hein, et grandes sociétés éditoriales pour se former. Ce qui a vraiment explosé pendant le Covid, c'est la première chose sont les plateformes peer-to-peer. Avec l'expérience d'Invivox que vous connaissez, on voulait de formation, un peu de mentoring en ligne entre différentes spécialités. Et puis l'explosion, bien évidemment, des webinaires. Vous en êtes l'expérience aujourd'hui, webinaires et aussi autres événements hybrides. Donc, ça fait partie maintenant de l'agenda des problèmes de santé d'avoir en fait un certain nombre de points de contact numériques pour se former et s'informer. On le voit d'ailleurs que déjà dès 2018, hein, l'étude de Ipsos Santé Connect montrait que les échanges avec les confrères étaient déjà la première priorité en source d'information, en tout cas auprès des oncologues. Donc on voit que vraiment tout ceci, c'est simplement de plus numériser par rapport à ce qu'il y avait avant, ce qui était probablement fait dans les congrès ou les réunions professionnelles. On voit aussi que l'information scientifique, elle s'adapte aux nouvelles attentes. Elle est de plus en plus ce qu'on appelle un peu snack, c'est-à-dire que ce sont des formats très courts, la plupart du temps sur supports digitaux, hein, pas totalement, pratiquement. C'est visuel, vidéo, et puis voilà, on est sur la tablette, sur le téléphone portable. Et bien évidemment, ça ne veut pas dire que le print a perdu, mais il continue d'exister, même correctement, mais le digital a vraiment pris une part très importante dans tout l'agenda quotidien des professionnels. Les réseaux sociaux, vous connaissez, hein, on a de plus en plus de professionnels de santé et de leaders d'opinion, d'influenceurs scientifiques qui sont maintenant sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Alors, pas trop Facebook, mais quand même, il y en a quelques-uns, mais c'est Instagram, c'est Twitter, c'est YouTube, c'est LinkedIn. Et si vous suivez, par exemple, Eric Topol, qui est un éminent professeur américain qui a été longtemps un des grands animateurs des grandes sessions, des grands congrès américains en cardiologie, il tweet plusieurs fois par jour, il a une chaîne YouTube, et aujourd'hui, il est devenu pratiquement un des plus grands influenceurs scientifiques dans le monde en matière d'information médicale. Et quand il ne s'adresse pas seulement à ses pairs, mais au grand public, hein, mais évidemment que ses pairs le suivent parce qu'il a toujours des publications pertinentes. Donc cette influence scientifique, elle est en pleine transformation. Historiquement, j'ai fait ça quand j'étais chez Sanofi, on avait du KOL management, on regardait en fonction de l'impact factor, de la notoriété,
de la publication et du rang dans l'organisation des soins du professionnel. Mais on voit qu'aujourd'hui, avec le virage digital, vous avez des KOL qui sont parfois pas forcément identifiés facilement et qui sont des gens qui ont beaucoup d'influence. On va avoir un exemple après, hein, pas forcément des chefs de service ou autres, mais des gens qui ont des grosses communautés. Et il y a aussi, dans cet aspect de transformation, la vitesse de l'information scientifique qui change complètement avec l'arrivée de ces technologies numériques. Hein. On voit par une information peut faire le tour du monde en quelques minutes, alors qu'avant, elle prenait quand même un peu plus de temps pour le faire. Donc, ces codes de l'influence scientifique qui changent et donc entre le format numérique et la vitesse, bien évidemment, il faut s'adapter et il faut aussi appréhender voilà, ces nouveaux acteurs que sont les digital opinion leaders. Vous avez vu dans le titre qu'on a parlé de KOL et DOL. Bien évidemment, la digitalisation de certains profils de communication devient importante et donc doit faire partie aussi de la connaissance des industries pour mieux piloter leur KOL management. Alors, c'est des opportunités parce que effectivement, un KOL management ou un DOL management mieux appréhendé, mieux fait à l'heure du numérique vous permettra effectivement d'amplifier, d'avoir des impacts, de aussi mieux surveiller les signaux faibles et les messages qui sont faits sur des catégories de médicaments ou des catégories d'informations scientifiques. Et puis aussi, dans le cadre de vos opérations, augmenter impact, audience, visibilité et souvent à un coût plus faible, hein, puisqu'effectivement, les médias numériques coûtent beaucoup moins cher. Voilà, donc ce champ des possibles, vous allez voir dans la démonstration qu'on aura derrière, il est très important. Et on voit que la data aujourd'hui, il y a énormément de data disponible. Et cette data, quand elle est travaillée, compilée, analysée, elle permet effectivement d'augmenter la connaissance client et donc d'être en mesure de bien mapper, bien comprendre voilà, les bons choix à faire dans le cadre de stratégie. Avant de passer à Colexia et de la présentation de Baptiste, je voudrais juste vous poser une petite question aujourd'hui que je vais lancer tout de suite à travers un sondage. Donc, vous devez le voir. Donc, si vous voulez bien répondre à ce sondage. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne vois pas de réponse. Je me dis peut-être qu'il n'y a pas. Alors, on va attendre encore un petit peu. Je n'ai peut-être pas le live. Je confirme. OK. Bon, apparemment, il n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Un petit problème technique. Mais c'est bon. Vous voyez des résultats ou pas? Oui. Et alors, c'est quoi? Parce que je ne les vois pas. Alors, à la question. Pardon, vas-y, partagez. Ouais. Oui, à la question, utilisez-vous des solutions numériques pour le call management? Oui, 30%, occasionnellement 26%, pas du tout 44%. D'accord. Donc là, vous dites que grosso modo, à peu près la moitié d'entre vous avaient déjà eu recours à des solutions numériques pour faire du call management. Très bien. Ben, merci pour cet input. Je propose maintenant qu'on passe à la présentation de la solution Colexia, puis on vous Oui. reposera une question à la fin. Hop. Et donc Oui, là, donc clairement, chez MEDES, nous avons fait un constat qui est à peu près identique à ta présentation, Franck, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un flot, une source colossale de données sur le web, sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, il y a une complexité croissante des disciplines scientifiques.
Et face à nous, il y a une spécificité du marché français. Alors, quand on a fait ce constat chez Medels, on s'est dit, il y a vraiment une solution. On y a travaillé déjà depuis plusieurs années et puis on a fait un travail assez colossal pour développer une solution qui s'appelle aujourd'hui Colexia et qui est une solution qui prend ces données à différents endroits. On aura l'occasion de le voir par la suite sur la prochaine slide et nous transforme en données intelligentes, c'est-à-dire vous avez accès, utilisateur, à des smart data qui sont ces fameuses données qui sont digérées, comme on le verra tout à l'heure. Alors, on est focus sur le marché français, c'est ça notre spécificité, avec plus de 40 spécialités couvertes, 110 000 pardon, experts qui sont identifiés sur les différentes disciplines, 4000 Rising Stars, ça c'est très important de les sortir, de les identifier et de connaître également leur réseau. Et puis 3500 Digital Opinion Leaders. Alors ça c'est assez nouveau puisque la reconnaissance des Digital Opinion Leaders vient reprendre un peu les données de Franck de tout à l'heure, qui est cette masse d'informations qui circule et qui n'est absolument pas, entre guillemets, contrôlée par l'industrie pharmaceutique, mais où il est très intéressant de voir les tendances, les discussions qui peuvent être sur la, la communication sur les molécules ou sur les prises en charge thérapeutiques. Et puis nous avons également jeté un œil et forcé même l'identification des internes, puisque en fait ce sont des jeunes, je dirais, rising stars pour quelques-uns, et c'est important de les connaître. Voilà. Spécificité du marché français, je vous le disais à l'instant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des données sur le marché français qui n'existaient pas sur le marché international et que les solutions aujourd'hui qu'on pouvait connaître n'avaient pas cette force d'aller chercher sur des données, des datas, notamment sur tout ce qui était instances publiques des pays, les comités de rédaction, aller fouiller dans les sociétés savantes et connaître les différents niveaux d'implication des experts dans les sociétés savantes, connaître également les liens des centres experts dans les maladies rares qui rejoignent les PNDS que l'on voit avec les recommandations. Donc, c'est vous donner toutes ces informations, pouvoir agir, pouvoir connaître aussi les liens avec, de collaboration avec l'industrie et également l'action des key opinion leaders avec les associations de patients. Donc, un univers assez unique, focus sur la France. On n'a pas voulu s'élargir aujourd'hui parce que justement, ces spécificités ne sont qu'ici, mais on a voulu pouvoir avoir recherché ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces domaines d'excellence des KOL et les mettre en phase avec les actions que vous voulez mettre en place. Avant de passer à l'étude de cas, à la démonstration de l'outil en lui-même, qui vous montrera plus clairement, plus distinctement ce que l'on peut faire avec, il y a un cheminement alors que l'on n'est pas obligé de respecter à la lettre, mais qui est quand même assez important à connaître. C'est-à-dire que vous allez accéder avec cet outil à un moteur de recherche qui va permettre d'identifier les experts en fonction de mots-clés qui peuvent être des mots-clés d'aires thérapeutiques, de DCI ou bien de noms de médicaments. Ceci va vous donner des smart data, c'est-à-dire une identification assez large sur les key opinion leaders que vous allez pouvoir par la suite filtrer, et on verra ça clairement dans quelques secondes. Quand vous aurez mis vos filtres, c'est-à-dire vraiment être précis, je rappelle que cet outil, c'est un outil sur mesure, ce n'est pas un outil standard qu'on vous délivre comme ça, c'est vraiment un outil pour aller rechercher votre besoin. Vous allez pouvoir également explorer les réseaux par la suite, c'est-à-dire les connexions, visualiser les experts et les connexions, les collaborations qu'ils ont, aussi bien scientifiques que sur les réseaux sociaux. Et puis, vous allez pouvoir faire une qualification digitale. Alors, quand on dit qualification digitale aujourd'hui, ça veut dire que pas tous, mais un certain nombre d'experts, de plus en plus grands, utilisent les réseaux sociaux pour communiquer et pour échanger les datas ou leur savoir-faire dans la prise en charge des patients. Donc ça, on a vraiment identifié qui sont les experts qui ont cette qualification digitale. C'est important pour l'avenir.
Et puis par la suite, quand vous avez vos résultats, vous pouvez les partager dans l'équipe, voire les connecter avec votre CRM de façon à enrichir votre base de données pour le travail par la suite. Concrètement, on va voir ça dans la démonstration que Baptiste et Guillaume vont vous présenter, qui est une étude de cas sur le cancer du sein. Donc, je vais laisser la parole à Baptiste dans un premier temps, je pense, pour faire le relais et rentrer dans l'outil. Très bien. Juste une petite question qui nous arrive de Yves Barbotin. Le nombre et qualité des publications scientifiques font-ils partie de vos critères de sélection des DOL et avec quelle pondération approximativement? Je te laisse répondre, Baptiste, si tu veux. Alors oui, le nombre et la qualité des publications scientifiques, parce que c'est vrai que la notion de volumétrie, elle n'est pas forcément toujours très pertinente. Donc, c'est-à-dire qu'on va se baser à la fois sur le nombre de publications, à la fois sur la position de l'auteur dans les publications, mais également sur, on va dire, la crédibilité du journal dans lequel a été publiée la publication, alors via soit des indicateurs standards comme l'impact factor, l'index Imago, etc., ou via notre propre, on va dire, base de données des journaux qui permettent de faire ça. Alors, on n'a pas vraiment, si vous voulez, de pondération, et puis, excusez-moi de répondre comme ça, mais c'est aussi un petit peu quelque chose des données analytiques internes. Mais vous allez voir qu'en fait, le critère de pertinence qui nous permet en fait de présenter les différents leaders est basé sur différents axes d'analyse, dont la crédibilité scientifique du leader, mais aussi des axes d'analyse digitaux qui vont être sa présence sur les réseaux sociaux ou au sein de vidéos qui sont diffusées, etc. Donc, le mieux, je pense, c'est peut-être de démarrer la démonstration et d'aborder ces sujets au fil de l'eau. Alors, je vais partager mon écran. Franck, c'est bon, tout va bien. J'ai les droits. Non, c'est bon. Ouais. Alors, hop, voilà. Hop, voilà. Donc, comme je le disais, l'objectif de cette démonstration, c'est d'apprendre au travers d'un cas d'utilisation concret, ici le cancer du sein, les fonctionnalités offertes par la solution Colexia. On ne va pas forcément tout voir parce que ça pourrait durer assez longtemps, mais l'idée, c'est de voir rapidement comment on identifie les leaders d'opinion, comment on visualise leur niveau d'influence sur le domaine thérapeutique donné, et puis comment on analyse un peu les canaux de communication, les réseaux de collaboration existants, etc. Alors, la philosophie de Colexia, c'est d'abord une approche intégrée. Contrairement à d'autres solutions que vous avez peut-être déjà entendu parler, nous, on n'a pas une vision, les KOL d'un côté, les DOL de l'autre. On a une approche intégrée. Et pour nous, la mesure globale de l'influence du leader, c'est vraiment un ensemble d'axes d'analyse qui vont bien évidemment de l'influence scientifique, mais également de l'influence digitale, organisationnelle, etc., sur le domaine thérapeutique donné. Et donc, en fait, cette mesure de l'influence, elle va être éclairée en fonction du besoin de l'utilisateur et des profils qu'il a besoin de mettre en avant dans le cadre de ses projets. Un dernier point que déjà Jean-Marie a soulevé, c'est que Colexia, c'est vraiment des données françaises. Alors, beaucoup d'outils utilisent des données globales au niveau monde, les publications, les journaux, etc. Nous, on va vraiment exploiter des sources de données françaises. Et donc, c'est vrai que ça permet en fait d'avoir une identification beaucoup plus précise des leaders. Un point important, car c'est une des problématiques récurrentes qu'on observe lorsqu'on interviewe des parties prenantes au sein des laboratoires, que ce soit des directions médicales ou des MSL, c'est le décalage souvent qu'on peut avoir dans la pratique entre des listings de profils de leaders qui sont souvent identifiés au niveau corporate avec des outils divers et variés et qui font qu'il y a un décalage entre le listing corporate et la réalité du terrain dans la géographie. Voilà. Donc, on a des leaders souvent qui sont peut-être mal identifiés, pas forcément adaptés au projet, surtout quand on est dans des cadres d'aires thérapeutiques qui sont très précises ou atypiques, des maladies rares, ou des leaders qui n'exercent plus ou difficilement accessibles. Donc, vraiment, l'idée de Colexia, c'est de parer ces problèmes et de proposer quelque chose d'extrêmement précis. Alors, je me connecte à la solution. Par défaut, vous avez en fait un moteur de recherche qui vous permet un peu de rechercher tout ce que vous souhaitez, que ce soit des mots-clés, que ce soit directement des experts quand vous connaissez par exemple leur nom. Voilà, par exemple, là, je tape le nom d'un expert, je vais automatiquement pouvoir accéder à sa fiche de profil. Et je peux également rechercher des noms d'aires thérapeutiques, des noms de molécules, etc. Donc là, l'aire thérapeutique du sujet d'étude, c'est le cancer du sein. Voilà. Donc, par défaut, l'outil va proposer en fait des mots-clés qui sont basés sur un vocabulaire de mots-clés qui est issu des MESH, les fameux Medical Subject Heading, utilisés par la NCBI et qui ont été traduits ici en français, mais qui sont également utilisables en anglais. Donc là, par exemple,
en ayant tapé cancer du sein, l'outil me propose cancer du sein, le cancer canélaire infiltrant du sein, le triple négatif, cancer du sein de l'homme, etc. Donc, je vais choisir par défaut là, le premier élément qui est proposé ici par l'outil. Et donc, automatiquement, l'outil va sélectionner. Alors là, vous voyez, parce que le cancer du sein, c'est une aire thérapeutique extrêmement large. Hein. Bien entendu, il y a déjà les leaders qui vont prendre en charge directement la pathologie ou les pathologies, mais il y a également tout un ensemble de leaders qui gravitent en fait autour de cette aire thérapeutique, que ce soit via des sujets environnementaux, etc. Donc, on va voir ensuite que dans un second temps, on va être capable de restreindre un petit peu cette masse de personnes proposées pour l'adapter vraiment à notre problématique en tant qu'utilisateur, en tant que laboratoire. Alors, par défaut, vous allez voir qu'en fait, les leaders sont classifiés par tiers. On a qui sont en fait, si vous voulez, un petit peu des niveaux en fait d'influence des leaders. C'est quelque chose qui n'est pas statique. C'est quelque chose qui est spécifique à l'ère thérapeutique ou aux mots-clés qu'on a tapés. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui va être élite dans le cancer du sein, mais qui, dans une autre ère thérapeutique, sera senior, majeur ou expérimenté. Voilà. Donc, c'est un classement un petit peu pyramidal. On a ensuite la segmentation classique, on va dire, des fichiers de professionnels de santé, les spécialités, les régions. Et la dernière chose ici en bas à gauche que vous voyez, c'est très important, c'est ce qu'on appelle le corpus. C'est en fait l'ensemble des activités qui ont été aspirées par la solution pour pouvoir en fait sortir ce classement et calculer l'index de pertinence du leader vis-à-vis de l'ère thérapeutique. Alors, par défaut, on va avoir ce qu'on appelle les articles qui correspondent à tout ce qui est publication académique dans les journaux de référence. On a ensuite l'aspect clinique, donc tout ce qui est études et essais cliniques, que ce soit des essais cliniques autour d'une molécule ou des études cliniques sur des aspects environnementaux, qualité de vie, etc. Ensuite, on a tout l'aspect congrès, participation au congrès, poster, communication orale, etc. Et pour finir, et c'est également quelque chose qui est très prépondérant et très important dans notre modèle, c'est tout ce qui est web. Et là, en fait, on va vraiment aspirer tout ce qui est disponible à partir des moteurs de recherche du marché. Donc, vous allez avoir tout ce qui est vidéo, les blogs, les articles, les sites web de communication santé spécialisés, etc. Donc, pour vous donner un ordre d'aperçu, ici, par exemple, j'ai tout un ensemble d'activités, 1472 objets autour du cancer du sein. Et mes médias, vous allez les voir ici. Voilà, c'est vraiment extrêmement varié. Ça peut être 20 minutes, ActuFR, Allo Docteur, cancérologie pratique. Donc, vraiment, on aspire le maximum d'informations qu'on peut à partir de toutes les sources qui sont configurées dans l'outil. Voilà, par exemple, ici, je ne sais pas, moi, j'ai ici, vous voyez, j'ai TikTok, par exemple. Voilà. Alors, TikTok, c'est un média qui est aujourd'hui très peu utilisé, mais pour montrer. Alors, voilà, est-ce que j'ai des activités TikTok dans mon corpus? Oui. Voilà, ici, par exemple, j'ai une activité du leader Christophe Sajou, qui est sur le cancer du sein et l'hormonothérapie. Et je peux accéder directement à cette activité qui a permis, en fait, vous voyez, c'est une petite vidéo en fait, de Christophe Sajou sur l'hormonothérapie et le cancer du sein. Donc, en fait, tout cet ensemble d'activités, mixées avec les essais cliniques, les activités, on va dire, académiques et les congrès, permettent d'identifier, en fait, le leader et sa pertinence. Ensuite, vous allez voir que les leaders sont présentés sous forme de petites cartes dans lesquelles vous retrouvez le leader, sa spécialité, son établissement d'exercice ou sa ville d'exercice, son niveau vis-à-vis de la spécialité donnée, le nombre d'activités qui ont été en fait flaguées, taguées par l'outil dans le cadre de cette recherche. Donc là, vous voyez par exemple ici que sur les 656 activités du leader qu'on a identifiées, on en a 423 qui sont vraiment dans l'ère thérapeutique du cancer du sein. Et puis, en bleu, tout en bas, vous allez avoir en fait des étiquettes qui permettent en fait de donner une orientation au profil identifié. Donc là, par exemple, le premier leader ici a 2 étiquettes. C'est un DOL, donc un Digital Opinion Leader, et c'est également un orateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir des capacités en tant qu'orateur pendant des événements, etc. Voilà globalement un petit peu les informations qu'on présente sur la première page de recherche. Alors, 7000 experts, c'est beaucoup trop dans le cadre de ma problématique. Ce qu'on peut faire peut-être dans un premier temps, avant d'utiliser des filtres, c'est peut-être d'affiner, de spécifier un petit peu l'art thérapeutique. Donc, on peut peut-être partir par exemple sur les thérapies ciblées et les inhibiteurs de PARP, qui sont un type de traitement dans le cancer du sein. Donc, je vais rajouter en fait ici un mot-clé qui sont les inhibiteurs de PARP à ma recherche.
Et donc là, vous voyez que tout de suite, je filtre mon contenu. Je n'ai plus 7000 experts de disponibles, mais 198. Et je suis vraiment sur… J'ai également, vous voyez, limité mon corpus. J'ai beaucoup moins d'articles, beaucoup moins d'essais cliniques parce que je suis vraiment dans une aire thérapeutique précise. Alors, vous voyez que j'ai utilisé une classe de molécules qui sont les inhibiteurs de PARP, mais via le moteur de recherche, j'aurais pu également utiliser directement un nom de molécule ou même un nom de produit commercial. Donc, l'outil propose automatiquement ces informations. Vous voyez que si je clique ici à côté de inhibiteur de PARP, je vais avoir en fait des suggestions de l'outil en termes de mots-clés qui vont me permettre en fait d'affiner encore plus ma recherche. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai l'olaparib, qui est en fait une molécule inhibiteur de PARP. Je vais cliquer dessus ici, voilà. Et donc cette fois-ci, j'enlève l'inhibiteur de PARP et je suis encore dans un domaine encore plus précis qui est vraiment le cancer du sein et l'utilisation de l'olaparib dans le cadre de cancer du sein. Vous voyez que j'ai mon listing d'experts qui se met à jour automatiquement. Alors, l'olaparib, c'est un produit commercial également d'AstraZeneca, le Lynparza, que j'aurais pu également sélectionner à partir de mon moteur de recherche en tapant directement le nom en fait vous voyez, la traduction vers le nom de la molécule est fait automatiquement par la solution. Voilà. Et je retombe sur le même classement. Alors ici, je visualise mes leaders sous forme de carte. Je peux également les visualiser sous forme de carte géographique pour voir un petit peu la répartition des différents leaders au niveau géographique. Alors, ça, c'est la première possibilité, on va dire, pour filtrer le contenu. La deuxième possibilité, ça va être en fait d'utiliser des filtres. Donc, on a de nombreux filtres qui sont à disposition, des filtres de spécialité. Par exemple, ici, ce qui m'intéresse dans un premier temps, imaginons que ce soit juste les gynécologues. Je vais pouvoir ici filtrer sur les gynécologues. Donc, je restreins mes experts à la spécialité de gynécologie. Et puis, peut-être que ce qui m'intéresse dans un second temps, c'est de filtrer sur qui sont les rising stars, par exemple, c'est-à-dire que ce sont des profils identifiés par l'outil comme étant en forte ascension en termes de publication scientifique, en termes de production de contenu. Voilà. Et donc, je rajoute mon deuxième filtre. Et cette fois-ci, j'ai 13 experts qui sont identifiés comme étant rising stars pour l'ère thérapeutique du cancer du sein. Voilà. Et donc, je vais pouvoir comme ça les exporter, analyser leur profil, etc. Donc, voilà les deux moyens qui vont permettre en fait d'identifier précisément sur une aire thérapeutique donnée les leaders. Une fois que j'ai identifié mes leaders, je vais pouvoir en fait consulter leur fiche de profil. Je vais prendre ici par exemple ce leader-là. Donc, la fiche de synthèse donne en fait une overview du leader. Vous allez retrouver en haut à gauche une mini carte d'identité. Alors, on ne s'étend pas forcément sur tout ce qui est biographie, etc., parce que tout ça existe déjà en fait sur les comptes de réseaux sociaux du leader en question. Vous voyez ici par exemple que c'est un leader qui a un compte sur ORCID, qui est un référentiel de recherche, qui a un compte également sur ResearchGate, qui est également un référentiel de chercheurs. Il a également un compte LinkedIn, il a un compte Twitter et il est extrêmement actif sur YouTube, c'est-à-dire qu'il y a énormément de vidéos YouTube qui circulent avec le leader sur les sujets qui intéressent l'utilisateur. Bien sûr, tous ces accès vers les comptes de réseaux sociaux sont cliquables. Donc, si je clique ici, par exemple, sur Twitter, je vais accéder automatiquement au profil de mon leader. Et là, je suis vraiment, on sort de la solution. Je suis sur le réseau social et libre à moi après de m'abonner au profil en tant qu'utilisateur, MSN, etc. ou pas. Alors, on retrouve ici les fameuses métriques qui permettent d'évaluer en fait l'influence du leader sur l'ère thérapeutique. Donc, on a en fait 6 métriques, les publications académiques, la partie clinique, essais et études cliniques, la partie congrès, participation au congrès, la partie digitale, c'est-à-dire est-ce que le leader anime une communauté digitale, soit via des réseaux sociaux, soit via sa présence sur des médias digitaux. Alors, la note digitale, ce n'est pas forcément que pour les DOL, c'est aussi pour les leaders qui vont avoir une appétence pour le digital, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément des DOL, mais ils ont fait l'acquisition et l'utilisation des canaux digitaux et les utilisent couramment. Enfin, on va trouver 2 autres axes qui est l'industrie, quels sont les niveaux de collaboration entre le leader et l'industrie, et pour finir, la notion de réseau. Est-ce que le réseau du leader est important? Est-ce qu'il a un réseau d'influence important? Ensuite, en haut, ici, vous retrouvez les sujets de recherche qui vont correspondre en fait aux différents sujets de recherche qui sont mis en avant
par le leader. Alors, on ne le voit pas ici, mais tout est cliquable. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, sur la tumeur du sein, je vois que j'ai 208 objets. Quand je clique, je vais vraiment accéder en fait à l'ensemble des activités. Vous voyez, par exemple, ici, le leader a participé à une news, vous voyez, qui a été publiée dans Le Monde, qui est Octobre Rose, le dépistage du cancer du sein face aux facteurs de risque. Et donc, j'ai accès vraiment à cette activité. Je peux aller voir sur le site officiel, tomber sur l'article du Monde, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Vous retrouvez ici les activités par an, en haut à droite, hein, avec, vous voyez, la courbe totale des activités du leader qui est très proche de la courbe en fait, cancer, des activités qui ont été flaguées cancer du sein. Et puis en bas, vous avez les collaborateurs principaux du leader, les dernières activités en date, les positions. Alors les positions, ce sont la présence dans les organisations du leader, que ce soit en fait des établissements d'exercice, comme ici le CLCC Institut Curie, mais également les associations de patients. Vous voyez par exemple que ce leader est membre du conseil scientifique de l'association Ruban Rose, qui est une association pour le cancer du sein, qui est membre également d'une société savante, la Société française de sénologie de pathologie mammaire, mais également de l'association Patients en réseau, etc. Donc, vous voyez vraiment tout l'overview du leader et vous avez aussi la possibilité de visualiser les collaborateurs. Par exemple, ici, la Société française de sénologie de pathologie mammaire, ce leader collabore avec 39 autres personnes et vous pouvez visualiser la liste des personnes avec qui le leader collabore au sein de cette société savante. Alors attention, quand on parle de société savante, c'est pas, le leader n'appartient pas directement à la société savante, c'est une information qui n'est pas forcément très intéressante. Il est vraiment membre d'instances, d'organes de direction au sein de la société savante. Voilà. Au niveau des collaborateurs, alors on verra dans un second temps avec le réseau qu'on a beaucoup plus d'informations à ce niveau-là, mais globalement, on retrouve les top collaborateurs et on a aussi le détail des collaborations. Si je prends par exemple ici Fabien Réal, avec qui le leader collabore, si je clique sur les collaborations, je vais avoir ici, comme vous pouvez le constater, un pop-up de détail où je vais voir les différents types de collaborations qui existent entre ces deux leaders, des collaborations de recherche via des publications, des articles de congrès, des collaborations digitales via des interactions Twitter, par exemple, et je peux aussi visualiser le réseau commun qui existe entre ces deux leaders. Voilà. Alors, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans tous les détails de ce qu'on propose en termes de données. Sachez qu'on propose également un tableau de bord sur la partie publication pure. Donc, cette fois-ci, c'est la partie publication académique avec les citations, le H-index, les derniers articles publiés, les articles les plus cités. Ce qui est intéressant dans ce tableau de bord, c'est peut-être les comités de rédaction, en fait, dans quel comité de rédaction est présent le leader, et également les recommandations. Vous voyez par exemple ici que le leader a participé à une recommandation en 2021 du GEFPIX. Donc, c'est vraiment des choses pour nous importantes qui permettent de calculer et de mesurer l'influence du leader sur l'ère thérapeutique. Voilà. Alors, donc voilà, on a aussi un tableau de bord pour la partie essai clinique, pour la partie congrès. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est de voir le tableau de bord qu'on a pour la partie digitale. Alors, au niveau digital, on va retrouver les informations sur les différents réseaux sociaux. Typiquement ici, Twitter, on a 500 followers. Sur LinkedIn, 2000 followers. On va retrouver également les vidéos YouTube. On va retrouver également les READS. Alors, les READS, c'est en fait le réseau ResearchGate, qui est un réseau très prisé en fait, au niveau de la recherche scientifique, qui permet aussi également d'évaluer l'influence du leader sur ses pairs. On va retrouver toute la partie web. Donc, la partie web, c'est vraiment les fameux articles qu'on va retrouver sur le web, dont j'ai parlé en début de présentation. Donc, les articles, les news, les formations. Donc là, vous voyez, par exemple, ici sur Radio France, c'est un podcast. Toutes vos questions sur le cancer du sein, auquel a participé fin 2021 le leader. Donc, ça permet vraiment de se faire une idée un petit peu de la présence du leader sur les différents canaux digitaux. Alors, on peut prendre un exemple ici sur le dashboard Twitter, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à l'intérieur de ces différentes icônes pour voir le détail. Alors, si je prends Twitter, par exemple, ici, je vais avoir tout un ensemble de statistiques, son réseau Twitter, c'est-à-dire les gens avec qui elle échange le plus fréquemment sur Twitter. On va retrouver également son niveau d'engagement. Donc, l'engagement est une métrique classique de réseau social qui permet en fait d'avoir est-ce que les posts et les actions qui sont réalisées par le leader sur le réseau social sont prises en compte par ses followers? On va avoir la tendance des tweets, les hashtags populaires qu'elle manipule, les derniers tweets qu'elle a likés,
Voilà, donc on a un petit peu ici toutes ces informations-là. Et puis, on a un dernier point ici qui est assez intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle la popularité des publications. Donc ça, l'idée, c'est en fait de capter dans les réseaux sociaux ou sur le web toutes les fois où un des papiers auxquels participe le leader, ça peut être un papier, ça peut être un essai clinique, où tous ces papiers ont été likés sur Twitter, ont été republiés sur LinkedIn, ont été mis en avant. Vous voyez? Et donc, ça donne en fait une liste des papiers les plus populaires sur les réseaux sociaux et sur les canaux digitaux du leader en question. Alors, capture, ça va être le nombre de fois où des personnes ont affiché les publications du leader. Usage, social media, est-ce que les travaux du leader ont un écho important sur les canaux digitaux? Voilà, et puis on peut, pour terminer cette présentation, parce que l'horloge tourne, c'est regarder un petit peu la partie réseau. Donc le réseau, en fait, est calculé automatiquement à partir de toutes les interactions réalisées entre le leader et le reste des parties prenantes. Alors par défaut, on a un réseau extrêmement grand. Vous voyez ici, Anne Vincent Salomon, elle est en réseau avec plus de 938 experts. Donc on va pouvoir filtrer ce réseau. Et on va pouvoir le filtrer avec des filtres comme par exemple, moi, ce qui m'intéresse, ça serait de voir le réseau, les personnes avec qui elle interagit sur les réseaux sociaux. Donc, je mets un filtre réseaux sociaux et automatiquement, l'outil va générer quelles sont les personnes avec qui elle communique le plus sur les réseaux sociaux. Donc, on a par exemple ici Réal Fabien. Et en cliquant comme ça, je vais découvrir d'autres profils. On voit que c'est aussi un expert du cancer du sein, un gynécologue, qui est extrêmement bien noté sur la partie digitale. Donc, je peux aller observer ici son tableau de bord digital et je vois qu'il a 1200 followers sur Twitter. Un réseau Twitter assez élevé également. Et donc, comme ça, en fait, via le réseau d'un leader que j'ai identifié, je vais pouvoir identifier d'autres types de profils. Alors là, on l'a fait l'exemple sur les réseaux sociaux. On peut peut-être faire un autre exemple en disant, il m'intéresserait de trouver, par exemple, les rising stars, donc les jeunes pousses, les jeunes lions qui sont dans l'entourage de ce leader-là. Donc, je vais pouvoir, en fait, filtrer sur les rising stars ici. Hop, voilà. Et là, automatiquement, je vais avoir des rising stars qui me sont proposés. Je peux continuer mon filtre en disant je veux des rising stars cette fois-ci qui aussi interagissent sur les réseaux sociaux avec mon leader. Donc, je rajoute un filtre et là, j'ai une liste extrêmement filtrée. J'ai par exemple ici Florence Coussy qui a été identifiée par l'outil comme étant une rising star. Donc, on voit également qu'elle a une assez bonne note digitale. On peut observer son activité. Un autre point important, on voit par exemple ici au niveau des positions de ce leader qu'il appartient ou il a appartenu à des instances publiques. Donc, on voit par exemple ici que il a fait partie de 2018 à 2020 d'un groupe de travail au niveau de l'Institut national du cancer, qui est la prévention et la gestion des effets indésirables des thérapies ciblées orales. Donc là, typiquement, on est pile poil dans ce qu'on a recherché au niveau du moteur de recherche dans l'aire thérapeutique cancer du sein et les inhibiteurs de PRP. Voilà, j'ai fait plus ou moins le tour de tout ce qu'on, des principales fonctionnalités de la solution. Je ne sais pas, Franck, Jean-Marie, si vous avez des… Oui. Il y a quelques questions. Alors, il y a une première question. Alors, il y en a 3-4. Hein. Est-ce qu'une rising star, par exemple interne en oncologie, peut avoir plus d'impact et d'importance qu'un PUPH chercheur réputé dans sa discipline? Ou est-ce qu'un chercheur renommé aura toujours plus d'influence qu'un KOL s'expose uniquement sur les réseaux sociaux sur son activité de recherche scientifique? Donc, c'est une question de trade-off d'impact, de ce que je comprends dans cette question. Oui, alors ça va dépendre. Nous, on privilégie l'approche, on va dire, factuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va se baser sur le corpus et sur tous les éléments qui ont été analysés et téléchargés par la solution. Et une fois qu'on a fait cette analyse, on va regarder ce qu'on appelle le background du leader, c'est-à-dire est-ce qu'il a une notoriété passée très importante, est-ce qu'il fait partie d'organes de direction très importants. C'est vrai qu'un rising star ou un interne n'aura pas le même background qu'un PUPH qui a 25 ans d'expérience. Mais ça ne nous empêchera pas de proposer quand même le profil du rising star ou de l'interne.
Donc, on va dire que ce n'est pas vraiment une bataille, on n'en mettra pas un avant l'autre, mais on proposera les deux. Et après, ça sera à l'utilisateur d'utiliser le filtre adéquat en fonction du besoin de son projet. On regardera sa dynamique au Rising Star. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, on voit tout à fait la dynamique cancer du sein du Rising Star Florence Coucy. À partir de 2017, elle a vraiment une courbe extrêmement, vous voyez, élevée ici, qui montre vraiment qu'elle est dans une dynamique de production de contenu sur l'aire thérapeutique concernée. Autre question de Yann Péoc, Servier. Comment savoir rapidement qui est l'audience d'un DOL? Un DOL ayant une audience grand public n'aura pas le même intérêt qu'un DOL ayant une audience principale, donc professionnelle de santé, HCP. Alors, on n'a pas forcément l'information de l'audience grand public ou professionnelle. Nous, en fait, on a l'audience, on a le réseau digital du leader, c'est-à-dire, mais ce réseau digital est restreint aux professionnels de santé qui sont dans l'ère thérapeutique qu'on est en train de regarder, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, si je regarde l'audience de Coucy-Florence, alors ce n'est pas forcément un DOL, hein, Coucy-Florence, mais si je prends par exemple Vincent Salomon, ici, je regarde, il y a 151 experts qui sont potentiellement dans l'audience de Vincent Salomon. C'est-à-dire que ce sont des experts qui sont abonnés à ces comptes de réseaux sociaux, qui interagissent avec elle via des retweets, via des replies, via des posts, etc. Donc, on n'a pas l'information directe de c'est un DOL à audience publique, mais on peut l'avoir indirectement en regardant le nombre de leaders, en fait, on va dire, qu'il y a dans son audience réseaux sociaux, dans son réseau. Voilà. Le nombre et la qualité des leaders. Ouais. Oui, il y a aussi, probablement, pour répondre à cette question, le fait, la présence sur peut-être des supports grand public, comme les réseaux sociaux, comme on a vu TikTok ou autre, qui fait que peut-être que l'impact grand public ou la collaboration avec des journaux grand public, qui là peut être amené à, quand on parle de cancer du sein, dans 20 minutes, ou dans un journal qui ne s'adresse pas aux professionnels de santé, on peut donc juger aussi là de l'impact ou de la collaboration avec des structures grand public de ce leader, quoi. Oui, tout à fait. Encore peut-être une question. Alors, il y a une question qui est qu'en est-il du lien avec le laboratoire, avec les DOL, notamment la basse transparence? Alors, je crois que tu l'as montré, Baptiste, elle est bien dans le critère industrie, parce que tu peux faire un zoom dessus. Oui, tout mais à fait. effectivement, Alors, on peut regarder, on peut voir. Sur la page de synthèse, on va retrouver en fait les principales industries qui ont collaboré avec le leader. Donc là, par exemple, on voit que le leader est extrêmement lié aux industries Roche et AstraZeneca. On a le détail également des différentes collaborations. On a un dashboard dédié à l'industrie, on peut le regarder, voilà. Donc, on a les revenus qui proviennent de la base de transparence, mais pas que. On intègre également des données qui sont également publiées sur les sites des laboratoires. Donc là, on voit non seulement les revenus, on voit les top industries, ici par exemple Roche et AstraZeneca pour ce leader-là. On voit également les collaborateurs. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a non seulement, on vous a proposé les collaborateurs scientifiques, les collaborateurs du réseau digital via les réseaux sociaux, et ça, c'est les collaborateurs via les activités industrielles. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui ont participé avec ce leader à des activités industrielles, des boards, ce genre de choses. Et donc, on voit ici en fait le type de collaboration. Donc, on voit par exemple que Loara Delphine a participé à 4 collaborations, 3 qui ont été faites via Roche et une qui a été faite via MSD. Voilà, donc on a vraiment tout le détail des collaborations industrielles qu'il y a avec les différents acteurs. Alors, un autre point pour finir sur cette question, c'est la possibilité de benchmarker. C'est-à-dire que tout à l'heure, ici, on a fait cancer du sein. On va revenir sur notre molécule olaparib, par exemple, ici. Voilà. Donc, je filtre ici mon contenu. Donc, voilà, j'ai 88 leaders. Et maintenant, je peux benchmarker en ajoutant un filtre, en disant, dans ces 88 experts qui ont travaillé sur le cancer du sein et l'olaparib, quels sont ceux qui sont en fait des collaborateurs d'AstraZeneca, qui est éditeur de la molécule. Donc, je vais ici ajouter un filtre sur le laboratoire AstraZeneca et automatiquement, l'outil va me dire, voilà les 44 experts qui sont principalement utilisés par AstraZeneca dans le cadre de ces projets autour de l'olaparib, que ce soit des essais cliniques, des communications de congrès, du web, etc.
Merci, merci Baptiste pour cette question. Il y a une autre question de voilà, parfait pour l'identification des DOL. Merci. Quid de l'accompagnement de KOL actuel pour faire de L? Donc l'outil ne fait pas ça. Par contre, c'est une demande croissante. Je sais qu'il y a des programmes dans certains laboratoires auxquels nous on a pu contribuer. C'est comment on accompagne des KOL avec un fort impact scientifique pour être plus impactant sur les réseaux sociaux et notamment sur l'audience en ligne. Et donc là, en fait, effectivement, il y a tout un parcours d'acculturation, de formation et d'usage de ces réseaux sociaux, notamment en commençant par l'usage de LinkedIn, de Twitter, et puis la capacité à générer du lead sur ces moyens digitaux. Donc ça, c'est probablement pas ce que fait l'outil, mais l'outil peut driver, peut vous amener à trouver les bonnes personnes pour le faire, quoi, pour les faire évoluer, et donc de le mesurer a posteriori derrière. Voilà, on arrive un peu au bout de ce. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On arrive un peu au bout de ce ce webinaire. En tout cas, voilà, il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Tech2Med très rapidement. Et puis, on a un petit questionnaire voilà, de clôture à vous proposer, en espérant que là, vous le voyez bien. Et donc, on pourra faire la conclusion avec Jean-Marie. Voilà, on va mettre fin au sondage dans 10 secondes. Donc en fait, nous sommes à votre disposition avec Jean-Marie si vous souhaitez aller plus loin dans les questions, mais aussi la démonstration dans un champ particulier si c'est nécessaire. Et on reviendra vers vous, Jean-Marie ou moi, pour approfondir ce sujet. En tout cas, je pense que vous avez pu voir, moi qui ai vu beaucoup d'outils depuis un certain temps qui font de la cartographie ou du data management d'influenceurs scientifiques. Vous avez dans cet exemple l'aboutissement d'une interface qui est très facile à utiliser pour des utilisateurs du monde des industries de santé, pour travailler ces stratégies KOL et influence scientifique, alors qu'il y a encore quelques temps, les outils étaient des outils, on va dire, plutôt assez difficiles d'accès en matière d'usage, avec des cartographies, des mappings assez compliqués. Là, vous avez quelque chose de très intuitif qui a été fait, vous avez vu en démonstration, qui permet un peu de rendre plus utile. Il y a d'autres partie de la démonstration qu'on a eue avec Jean-Marie, notamment sur les extractions, sur l'usage des bases, qui peuvent être après très réutilisées. Hein. Peut-être Jean-Marie, quelque chose à approfondir s'il y a des bandes de démos supplémentaires. Mais en tout cas, on va... Je mets fin au sondage. J'ai juste un point à ressouligner s'il n'a pas été fait. Je l'ai peut-être loupé, c'est de bien insister sur le fait que c'est une solution en ligne. Donc, il y a son utilisation en fait ne nécessite aucun déploiement au sein de l'organisation de l'entreprise, puisque tout accès se fera par le moteur de recherche que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, c'est une garantie aussi de sécurité pour les entreprises pharmaceutiques. Voilà. Donc, à votre disposition, avec plaisir, oui, à votre disposition sur un cas particulier. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez approfondir et avoir quelques éléments supplémentaires, puisqu'on ne vous a pas montré toute la granulométrie du système, hein, parce que là, il faut une bonne heure, voire un peu plus, pour le faire sur un cas particulier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. C'est avec un grand plaisir qu'on vous expliquera et qu'on vous rentrera encore plus dans les détails. Voilà, ce webinaire est terminé. Merci, en vous souhaitant un bon appétit et puis une très belle journée. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.